Bah, écoutez, il suffit de partager le moment, d'aller dans les allées et venues du Congrès pour mesurer la réussite de l'opération qui a été conduite très rapidement et qui répond donc à un véritable besoin. Donc il y a une très forte, j'observe quoi? J'observe une très forte présence algérienne, une très forte présence de pays africains et de délégations qui sont ici. Et ce qui est très heureux, c'est que tout de suite on se retrouve sur le même thème, c'est-à-dire que c'est les droits des Palestiniens et puis en tant qu'avocat, comment on peut faire notre travail, mais sur des bases qui sont saines et qui sont pour moi d'autant plus réconfortantes que je quitte l'Union européenne où les dirigeants ont perdu la tête et qui sont en train de soutenir qu'une puissance militaire occupante dispose du droit à la légitime défense, que c'est la base de tout, alors que c'est contraire au droit international évidemment et que ça a été d'ailleurs jugé par la Cour internationale de justice en 2004, vu qu'Israël construisait le mur en disant c'est la légitime défense et la Cour lui a dit mais enfin vous ne pouvez pas imposer, vous ne pouvez pas évoquer la légitime défense vu que vous êtes puissance militaire occupante. Donc voilà. Donc on revient là et il y a beaucoup de choses à faire, mais sur les bases, vraiment le raisonnement est sain et puis il y a la solidarité, je dirais aussi une fraternité qui fait chaud au cœur. Très bien. Et est-ce que vous voyez justement qu'il y a une vision convergente de tous les participants, justement, de par la manière que vous allez entreprendre justement pour on va dire, faire face à ce génocide et le condamner notamment au niveau de la CPI? Bien là, je crois que la force, on la trouve dans ce qu'est l'histoire des pays africains. C'est-à-dire qu'ils sont tous nés de la décolonisation avec un peuple uni qui se reconnaissait dans le cadre du droit à l'autodétermination. Et c'était là une grille de lecture qui était en train d'être perdue pour la Palestine, où on pensait qu'en arrosant un peu d'argent, en faisant des avantages ici, on allait détruire ce peuple, habitué à ne plus être un peuple. Bon, et bien non, là les principes sont entiers. Et aujourd'hui, s'il y a un point qui fait consensus, c'est que tout le monde sait que l'avenir de la Palestine passe par l'autodétermination du peuple uni, comme l'a été le peuple algérien, comme a été la Mauritanie, le Niger, tous les pays, Nigeria, etc., tous les pays africains qui ont gagné avec des coûts humains très élevés, avec des sacrifices très importants, mais qui ont gagné le droit à l'autodétermination et qui répondent à cette question simple, c'est qu'une personne a le droit de vivre sur sa terre. Et c'est ce droit qui est nié aux Palestiniens. Donc on donne une réponse à la fois collective et on va individualiser pour qu'on ne dise plus les Palestiniens victimes, mais qu'on sache quelle était l'histoire de chacun, vu qu'il faut respecter pleinement chaque être humain palestinien, c'est notre règle au niveau de l'égalité des droits. Donc c'est un très bon travail qui est en cours aussi. Justement, il y a trois pays africains justement qui sont signataires de la convention, de la charte de la CPI, justement, notamment Djibouti, l'Afrique du Sud et la République islamique des Comores. Donc, pensez-vous que cela pourrait avoir un rôle important dans cette enquête, justement, où cela pourrait justement jouer un rôle de par leur position qui est dénonciatrice de ce qui se passe justement actuellement en Palestine et le génocide de l'entité sioniste sur le peuple palestinien? La démarche de l'Afrique du Sud, des Comores et de Djibouti, elle est particulièrement importante parce qu'ils sont États membres. Donc il y a les États non membres comme l'Algérie, comme la Turquie, ce sont des puissances diplomatiques. Elles disent au procureur, on voit ce qui se passe, c'est vraiment pas possible. Et ça, c'est un élément qui est fort parce que la Cour, elle a besoin de discuter avec tout le monde et elle se dit peut-être qu'un jour, je vais les convaincre de venir. Voilà, donc ça compte. Mais quand ce sont des États membres, ça passe un cap juridique, vu qu'il y a une procédure particulière quand un État membre a déposé plainte. Donc quand il n'y a pas de plainte d'État membre, le procureur y décide de sa propre initiative, à la suite des communications que lui donne la société civile, ce que nous avons fait le 9 novembre. Après les plaintes des États, eh bien, il ne s'agit plus de sa propre initiative parce qu'il doit répondre à ce que lui ont demandé les États membres. Donc c'est un cap important et on espère que d'autres pays signataires qui discutent actuellement de la forme à donner à cette plainte vont suivre le mouvement. En tout cas, j'appelle à une convergence de tous les efforts, que ce soit des États, des avocats, des opinions publiques, pour non pas faire pression, mais montrer une présence vis-à-vis de la Cour et de lui dire un crime comme cela, il faut une réponse parce qu'autrement c'est un meurtre caractérisé du peuple palestinien et c'est également une atteinte à la paix dans le monde si on rentre dans une logique où celui qui veut accroître son territoire n'a qu'à détruire le peuple, détruire ses maisons, tuer les enfants et puis ensuite dire eh ben je prends la ville. Donc la bataille par exemple de Beit Hanoun elle est essentielle et jamais on ne laissera Beit Hanoun devenir une ville israélienne.
Justement, et quels sont les résultats que vous attendez justement de cette conférence? Sur les deux volets importants que sont d'une part un vaste soutien et une expression africaine en disant que si les pays occidentaux ne savent plus où ils en sont, les pays africains, pour eux c'est extrêmement simple. Et puis ensuite il y a le travail matériel et on est en train d'établir des contacts avec des personnes ayant des victimes sur place qui nous donnent des mandats et on organise ce travail de transfert de compétences à la Cour. Êtes-vous optimiste quant à cette démarche, Monsieur Gilles Devers? Moi, je suis un avocat, il est optimiste de nature, surtout quand vous défendez des causes comme celle-là, où autrement on ne fait rien. Mais en même temps, un avocat, il est rationnel, c'est un professionnel, et il ne va pas mettre toute son énergie sur quelque chose qui serait que symbolique ou voué à l'échec. Donc, mon optimisme, il est lié au fait que, travaillant sur le dossier depuis maintenant 14 ans, janvier 2009, c'est la première fois qu'on est reçu avec cette vitesse, qu'une équipe spéciale est formée à la CPI, qu'un État, la Belgique, accepte de financer l'enquête. Donc, cet optimisme, il est raisonné, mais il permet de dire aujourd'hui, je pense qu'on va vers des mesures importantes. Et justement, nous assistons à une mutation sur le plan mondial ou sur le plan, enfin, concernant le nouvel ordre mondial dont tout le monde parle, qui est en train d'être instauré. Pensez-vous que la justice va connaître des réformes profondes pour condamner ce genre d'actes qui n'étaient pas condamnés par le passé? Le mouvement est profond, je peux pas, il y aurait beaucoup d'incidences et puis il y a dans votre question des données qui sont à la limite du juridique et du politique. Moi je ferai que du juridique. Mais je rappellerai simplement que Sabra et Shatila était un crime qui avait des aspects génocidaires. En tout cas c'était un crime de masse, crime contre l'humanité. Il n'y a pas eu de jugement. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de juridiction qui existait à l'époque. Donc maintenant, elles existent, cette juridiction. Et la juridiction, elle s'est reconnue compétente pour la Palestine. Donc le mouvement, il est en cours. Et les véritables défenseurs des droits fondamentaux, à ce jour, ils viennent d'Afrique. Ça, c'est une réalité qui s'impose. Vous lisez les documents. Ceux qui défendent le droit fondamental, ce sont des bâtonniers, ce sont des avocats, ce sont des États africains. Ce ne sont pas des avocats et des bâtonniers et des États européens. Très bien, je vous... Parce qu'il se tourne sous vos yeux. Est-ce que le droit international a-t-il encore une valeur devant ces crimes continus pendant 2 mois? Est-ce a-t-il encore une valeur vraiment sur la scène internationale? Le droit international, monsieur, il a pleine valeur. Il a pleine valeur. Et avant de ratifier le traité, le président Abbas avait demandé aux groupes armés s'ils acceptaient cette ratification. Ils ont tous dit oui, en disant on n'a pas de problème avec le droit international vu que c'est la condition de notre avenir. Donc si après je ne suis pas dans le respect du droit international, il y aura des juges pour le dire, c'est la règle dans toute société, mais sur la base, l'avenir de la Palestine, il passe par le droit international. Ceux qui attaquent le droit international, c'est ceux qui le méprisent. C'est donc Israël qui dit que la Cour est antisémite et qui dit que le procureur en plus est incompétent et que les juges n'ont rien compris au droit international. Donc nous on défend les vraies valeurs du droit. Le problème qui se pose ensuite c'est quelle est l'instance pour l'appliquer. Et il y a eu longtemps où qui est-ce qui appliquait quelle est l'instance qui appliquait le droit international? C'était le Conseil de sécurité, c'est-à-dire un organe exclusivement politique dont on voit le ridicule ces jours-ci vu qu'il n'arrive même pas à voter sur un cessez-le-feu du fait du blocus des États-Unis. Bon, maintenant les temps changent parce qu'on a des instances qui sont des tribunaux plus ou moins aguerris, plus ou moins forts, mais qu'on renforce par notre action aussi, qui sont de nature indépendante et qui se saisissent de la question du droit. Donc on voit qu'au Conseil de sécurité, la question elle n'est pas ouverte, même pour un cessez-le-feu, alors que le même jour, le procureur nous donne un rendez-vous pour travailler sur le dossier et voir qu'est-ce qui peut être fait en urgence. Donc on ne focalise pas sur la CPI, on fera d'autres actions devant le Comité des droits de l'enfant, devant d'autres juridictions et de juridictions européennes. On va faire une plainte pour Jérusalem. Donc c'est tout un travail qui se met en place. Quand je dis que c'était pour ce peuple qui n'a pas d'armée, c'était maintenant une armée d'avocats, ce n'était pas un slogan, c'est une réalité et cette réalité, on y travaille tous. Monsieur Devers, justement, il y a la Cour pénale africaine qui a organisé récemment ou qui était présente récemment ici à Alger pour des ateliers, pour des réformes dans le secteur ici, en Afrique.
Et justement, ma question est la suivante. Est-ce que la Cour pénale africaine a été sollicitée par des avocats ou une plainte a été déposée au niveau de cette Cour pénale africaine, justement pour dénoncer ce qui se passe en Palestine? À ma connaissance, pas encore à ce jour. Et vu qu'il y a vraiment une focalisation sur la CPI, parce qu'à la CPI, on a beaucoup progressé, vu qu'on a maintenant un arrêt qui dit elle dit que la Palestine est un État, elle est compétente pour cet État. Donc on privilégie ce terrain qui est le plus sûr pour les Palestiniens. Et pourrait-elle être un levier supplémentaire pour appuyer cette plainte? Elle aura nécessairement à jouer son rôle. On va voir quelle est la meilleure complémentarité qui est à trouver. Les axes juridiques sont globalement de la même famille, mais sur le plan technique, c'est très différent. Il faut un petit peu de temps pour le mettre en place. Mais il n'y a aucune raison que la Cour africaine, qui a rendu des décisions très fortes, progressivement ne prenne pas une grande autorité, alors que je redis que ce que nous voyons maintenant, c'est que les droits fondamentaux sont proclamés, défendus et avec acharnement en terre africaine, alors que le clan occidental est en train de sombrer comme complice de Netanyahou.